merci d'être venu avec nous chez nous aujourd'hui. Donc là, je vais vous présenter un peu le concept de l'intelligence artificielle. Donc moi, je suis le fondateur d'une startup qui s'appelle Nusco. Et on va un peu discuter aujourd'hui de ce qu'est l'IA et de comment elle influe notre vie. Donc je vais commencer par un truc très simple, c'est le match de foot de demain entre le Maroc et le Canada. Et moi je me suis dit, est-ce qu'on peut prédire le score du match de foot de demain? Et je me suis dit, j'ai un peu réfléchi à quelle serait l'approche la plus fiable pour justement prédire le score et dire quel serait le vainqueur de demain. Et donc du coup, l'IA justement, elle est capable de faire cette prédiction. Mais on est capable de lui uploader plein de données pour justement faire cette prédiction de scoring. Mais justement, il faut faire attention à ce qu'on va lui donner comme données pour justement avoir la prédiction la plus fiable possible. Donc, si par exemple on lui dit, si elle nous prédit 2-1 pour le Canada, qu'on lui dit peut-être que Hakimi Maroc il est extrêmement bon et en forme, peut-être qu'il va savoir donner un bon score pour le Maroc. Et donc justement, la réflexion, c'est de dire qu'effectivement l'IA ne vaut que de la qualité des données qu'on lui montre. Et plus on va faire la réflexion sur la qualité des données qu'on donne à l'IA, et puis plus elle nous donnera une bonne prédiction sur ce qu'on veut. Et c'est tout le paradigme moderne de l'IA, c'est qu'il est très difficile de pouvoir prédire, de pouvoir analyser les données pour en sortir les données les plus qualitatives possibles. Donc le paradigme moderne, c'est de prendre toutes les données, un maximum de données, de montrer un maximum de données à cette IA pour justement généraliser et pouvoir trouver les patterns dans ces données. Et donc là, comme vous voyez, c'est une peinture qui est générée par une IA et qui justement lui a donné des gigaoctets de données pour justement lui montrer tout ce que l'être humain peut dessiner, peut montrer, etc. Et il nous sort quelque chose d'assez beau, même lorsque le beau est éventuellement subjectif. Et donc du coup, je me suis posé justement la question. Donc, quel serait le but d'un workshop sur l'IA au Smart Enterprise Morocco? Et je me suis dit que le but de cet atelier-là serait justement d'être intéressant et pédagogique. Et donc du coup, j'ai réfléchi à quelle serait l'approche la plus intéressante et pédagogique pour ce workshop. Et je me suis dit, je vais citer Alan Turing, parce que Alan Turing, c'est ceux qui ont notamment décrypté le fameux ordinateur Enigma lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc il parle de l'intelligence artificielle et il dit qu'elle peut nous tromper. Si elle est capable de nous tromper sur sa nature, eh bien effectivement on peut supposer que c'est une intelligence. Et justement, en fait, tout à l'heure, la question que je me suis posée, elle était humaine. Mais la réponse n'était pas humaine. La réponse était faite par une IA. Et donc du coup, c'est difficile de distinguer entre une réponse humaine et une réponse de l'IA, on peut dire qu'Alan Turing, peut-être, il nous a prédit quelque chose de réel de l'ordre de l'IA. Et donc, j'ai fait une réflexion un peu sur les avancées modernes. C'est-à-dire, alors ça, ces avancées-là, c'est vraiment de ce mois-là. C'est actuellement ce qui sort de très récent sur quelles sont les avancées de l'IA. Et il y en a trois qui ont attiré un peu mon attention. C'est que l'IA commence à déceler certaines pensées, donc à la limite à faire de la télépathie. L'IA est capable, à partir d'un texte, de générer une vidéo. Donc on lui dit un ours professeur, il nous sort le petit gif au milieu. Et l'IA est capable d'expliquer des théorèmes, donc de rentrer dans de l'abstrait. Et donc du coup, il y a des questions éthiques qui se posent, et il faut un peu poser les principaux jalons de ces questionnements éthiques. Et parmi ces jalons, l'UNESCO propose des principes et des valeurs. Donc parmi ces principes, il y a bien sûr la sûreté et la sécurité, la surveillance et les décisions sont uniquement humains, la transparence et l'explicabilité et plein de principes. Aussi, des valeurs communes à nous, c'est que l'IA doit
respecter, protéger et promouvoir les droits de l'homme. Elle doit assurer la diversité et l'inclusion. Et elle doit assurer les libertés fondamentales et la dignité humaine. Donc on pose ces jalons éthiques, ces valeurs et ces principes pour justement cerner un peu l'IA et qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc je me suis posé la question aussi, dans le monde et dans la géopolitique mondiale, quels sont les pays qui investissent le plus dans l'IA? Parmi les deux premiers pays qui investissent le plus dans l'IA, on a la Chine et les États-Unis. Et bon, après on a le Royaume-Uni, le Canada, etc. Mais je me suis posé la question de où est le Maroc dans tout ça? Quid du Maroc dans tout ça? Donc justement, là on voit qu'on n'a pas beaucoup d'investissements, on n'a pas beaucoup de fonds d'investissement qui investissent dans la technologie. Et je me suis posé la question, comment le Maroc éventuellement peut encourager à investir dans cette technologie. Bon, on revient au match de foot de demain, parce que je me dis, est-ce qu'on est capable de prédire un peu le score de demain entre le Canada et le Maroc? Et donc j'ai pris une IA qui a été récemment créée par plus de 2000 scientifiques. Elle contient à peu près 176 milliards de paramètres, plusieurs mois de calcul et un très grand ordinateur à grande puissance de calcul. Et je lui ai posé une question. Je veux savoir qui va gagner demain. Et donc la réponse, c'est le Maroc. Et au final, il me dit I'm not sure why. Donc l'IA répond, il te dit ok, c'est le Maroc, mais on ne sait pas pourquoi. Bon, c'est bien, ça nous arrange bien que le Maroc va gagner demain, mais on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop expliquer. Et justement, moi, je voudrais rester là, parce que justement, il faut faire la réflexion sur. Là, on a Bloom, l'IA qui s'appelle Bloom, a creusé des milliards et des milliards de données de texte. Elle est capable de nous faire une prédiction, mais on est incapable de dire pourquoi il y a eu cette prédiction. Et donc voilà, c'est un peu la réflexion d'aujourd'hui, des réflexions autour de l'éthique de l'IA. Et on va voir un peu ses impacts dans l'énergie et l'industrie 4.0 et comment elle influe ces industries et ces domaines. Voilà. Je m'appelle Narges Koutewi, je suis la fondatrice d'une petite start-up qui s'appelle Noujoul et qui a vocation à opérer dans le secteur de l'énergie. Donc le secteur d'énergie, c'est un bien grand mot, c'est très très vaste. L'idée de Noujoul, c'est d'utiliser les nouvelles technologies, donc de l'IoT, Internet of Things, Internet des objets, et de la data, de l'IA, pour pouvoir mieux maîtriser, contrôler, superviser et monitorer notre consommation énergétique. Aujourd'hui, on s'adresse principalement à la dépense énergétique du bâtiment du secteur tertiaire, qui aujourd'hui au Maroc représente à peu près 40% notre consommation nationale. Elle est uniquement portée par la partie tertiaire et c'est assez fort, c'est assez gros comme chiffre pour un pays dont la production énergétique est principalement thermique. Donc on pense aussi à l'impact en termes de CO2. Et on va s'intéresser aussi, bien entendu, à la dépense énergétique des industriels qui ont forcément besoin d'avoir accédé à leurs informations pour envisager une politique d'optimisation. Voilà pour la petite présentation de Noujoul et je passe la parole à Tahal qui va nous présenter Beyond 4.0. De ma part, Mohamed Almouli, donc je suis le fondateur de la boîte Beyond 4.0. Donc comme son nom l'indique, on est sur le secteur de l'industrie 4.0, mais c'est un très grand champ, mais on est uniquement sur la partie utilisation de l'IoT pour la supervision des machines en temps réel. C'est-à-dire on récupère des datas à travers des capteurs et on les remonte dans des interfaces donc pour la supervision de la data en temps réel. Donc, de façon globale, l'industrie 4.0, c'est 5 niveaux. La première chose, c'est l'acquisition de la data. La deuxième, c'est l'affichage de cette data en temps réel. La troisième, c'est l'analyse en manuel à travers des humains. Le quatrième et cinquième niveau, là où on se retrouve avec la startup Nuspo pour pouvoir prédire et prescrire donc, tout ce qui est le futur de la machine dans 5 minutes, 10 minutes ou les 30 prochaines minutes. Donc c'est ça. Voilà, donc
aujourd'hui, nos chemins à tous les trois se sont croisés au Technoparc et on profite de l'occasion pour saluer l'équipe MITC du Technoparc qui fait un excellent travail pour promouvoir la start-up marocaine. Et l'objet de cette petite table ronde, c'est de s'interroger sur les synergies que l'on peut avoir donc, avec l'intelligence artificielle pour l'analyse de la data et quelles sont justement les opportunités qu'on peut mettre en commun pour qu'on puisse augmenter chacun notre offre de valeur, que ce soit au niveau de la performance industrielle, au niveau de la performance énergétique. Donc voilà, on se veut vraiment, on aimerait avoir un échange le plus interactif possible, donc n'hésitez pas à nous interroger. Mais l'idée c'est de parler d'abord des opportunités offertes par la nouvelle technologie, par la data et par l'IA pour l'énergie et pour la performance industrielle. Et puis on pourra finir aussi peut-être par les limites ou les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui au Maroc pour pouvoir faire aboutir notre challenge technique et commercial. Donc voilà, donc si vous avez des questions, donc, voilà, on peut discuter entre nous tranquillement, sans souci. C'est Anas Ahmedou, je suis entrepreneur depuis 2006, mais dans un domaine en fait de la com, du conseil en com. Aujourd'hui, j'investis dans la supply chain agricole. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé une niche dans le produit commercialisé qui est très particulière, différente de la supply chain des produits agricoles bruts, c'est-à-dire tata, psla, c'est qu'on part de chez le fermier directement au consommateur. Il y a une petite un petit pourcentage qui est commercialisé pour la chaîne formelle, le green village, des chaînes spécialisées, en fait des boutiques spécialisées comme Carrefour, ça s'appelle Gourmet, c'est ça. Gourmet, Margin, mais c'est très vraiment minime. Mais quand on voit la quantité commercialisée, c'est un green market, green village et Carrefour Gourmet, ils commercialisent même pas 5% de ça. Donc toute la distribution se fait de la farm to customer. Directement. Et c'est un marché qui est, en fait, j'estime profond. On parle de 90 000 tonnes par an. Aujourd'hui, pour pouvoir mesurer tout ça, c'est juste par des études basées sur les résultats en fait, des études du ministère de l'Agriculture, peut-être de la FIMA, ou de l'association en fait, professionnelle. Quand j'essaie d'analyser les transactions qui se passent à travers les moyens disponibles sur le net, c'est fragmenté, il n'y a pas d'information disponible. Maintenant, si on veut construire un business model
الصوت شوي نقص. ميكرو لك. comment je peux mettre, aider avec la business intelligence. D'accord. Comment optimiser un peu Comment savoir, Pas optimiser, pas optimiser. comment savoir avec Exactement, comment viabiliser ou là, comment mesurer. Donc la question, ce serait plutôt de voir un peu les exemples dans les autres pays, comment ils ont fait la chose, de collecter un peu, de voir un peu les données qui existent des chaînes logistiques du fermier directement vers le consommateur, des expérimentations. Alors je ne sais pas si vous avez ça en tête, d'expérimentations concrètes, mais de voir dans quelles conditions ce genre de chaîne logistique marche bien, et après de voir si elle peut s'appliquer au Maroc. Et à partir de là, de voir toutes les caractéristiques qui font du Maroc ce qu'il est, et de comment il se différencie des autres, et de comment optimiser les choses. Mais je pense que ça, c'est plutôt une question logistique, de comment transporter voilà, les produits du fermier au client. La question qu'il faut se poser, voilà, un Y de l'équation, il y a savoir la quantité qu'on dit que 90 000 tonnes, est-ce que c'est la vraie quantité ou c'est plus ou c'est moins? Maintenant, ce qui est certain, c'est que le nombre en fait d'agriculteurs ou le nombre d'hectares certifiés bio, il est en nette augmentation et il est passé de 5 000. Les producteurs n'arrivent pas à vendre leur production, non. Il est cool. Donc, il y a des normes, la productivité par hectare, par nature de produit, qui est définie. Donc il y a cette... Oui, je comprends. C'est juste pour répondre. De l'autre côté, que ce soit pour le News ou la Lyon, sur cette question, c'est une question déjà de mon côté. Maintenant voilà la liaison avec le... Moi, ce que je compte faire, c'est une agrégation de producteurs biologiques pour écouler, basé sur un historique de consommation, sur capacité de production par agriculteur. Comment arriver à prédire ce qu'elle va être consommée, à programmer aux agrégés, qui sont les producteurs, combien je dois leur demander. C'est-à-dire des forecasts, combien tu vas vendre. Voilà. In fine. Voilà. Il y a des théories dans la partie supply chain. Il y a le système, ce qu'on appelle le SNOP, Sales and Operation Plan, qui se base sur tout ce qui est historique pour faire des trends. Mais maintenant, j'ai pas l'historique. Il faut créer l'historique. Quand je dis il y a l'historique, ce que vous avez vu de lire, et ça peut expliquer mieux tout ce qui est scientifique machine learning. Je donne juste un exemple dans la partie retail qui n'a rien à voir avec l'exemple d'hier, c'est que, par exemple, si tu parles de l'exemple comme les Amazon, les stores, il n'y a plus de caisse. D'accord? Ça veut dire qu'il fait le système d'IRM, il détecte que comme quoi tu as pris ce biscuit bien précis et pas l'autre. Il détecte. C'est à travers l'historique. Non, mais c'est pas à travers le comportement. Je te donne un exemple. Tu prends un yaourt X. Le yaourt, il se peut qu'un mqloub على اللي مديالو على اليسار ولا على الجنب. Comment la caméra qui détecte, il va détecter que est-ce que c'est le bon yaourt ou le. Il y a de nouveaux systèmes que Salim est plus apte à expliquer plus que moi, qu'à travers un certain nombre d'images, il peut générer des millions d'images par la suite.
Et ça, c'est ce que fait l'intelligence artificielle. Quand tu as un certain nombre de data, il génère plus de data pour qu'il puisse simuler un algorithme ou un scénario. Et dans ce cas-là, tu pars d'un scénario, avec quelques données. Tu peux les injecter des algorithmes pour pouvoir la précision le modèle, le peu de données les indiquent. Et plus que tu acquiers, plus tu entraînes le modèle direct. La question qu'il faut se poser face le use case, c'est quoi la problématique? La problématique, c'est que je n'ai pas de recensement, c'est de l'informel, je veux le rendre formel. Il faut déjà recenser les personnes, on ne sait pas à des personnes fines, qui est le producteur, peut-être mais tu as besoin de voir un certain nombre pour que tu puisses faire des prévisions. Le producteur, je le connais, je parle en tant qu'agrégateur, ça veut dire que j'ai un nombre de producteurs, maintenant je dois leur fournir de la semence et leur demander. En fait, tu parles le principe du consumer avec ce qu'il fait avec les agriculteurs de betterave. Exactement. C'est un agrégateur. Exactement. Ils ont des départements, ce qu'on appelle le Sales and Operation Planning. Ils font des prévisions. Les prévisions, ils ne se basent pas que sur combien va consommer le consommateur final, mais aussi sur les conditions de température, les récoltes, ou sur plusieurs choses. Et tout ça, ce sont des facteurs qui influent. Avec une seule réponse que tu attends, il y a combien je dois produire. Maintenant, tu découles les autres questions. Il y a combien j'ai besoin de semences, combien j'ai besoin de camions pour transporter, combien j'ai besoin de gasoil pour transporter, quel CO2 je vais faire l'émission, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des choses, comme Salim l'a expliqué tout à l'heure, l'IA est bête et disciplinée. Les données qui sont fiables et de très bonne qualité, il va prédire de bonnes choses. Et donc, du coup, l'algorithme, il faut derrière injecter des données de base. Les données de base, c'est le métier. C'est toi qui va driver à la partie intelligence. Je ne sais pas, Salim, si tu peux. Exactement ça. Mais je comprends qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'information disponible, mais l'information, est-ce qu'elle doit être pensée dès le départ, structurée d'une manière, je ne sais pas, je ne suis pas informaticien. Non, le principal, c'est juste déjà de générer la donnée, de la stocker quelque part, peu importe sa structure, de générer un peu le maximum possible, de la consigner. Par exemple, ça fait 8 mois que je suis commencé à collecter les données, les prix de vente. D'accord. Les quantités, ça m'a été difficile de savoir. Par exemple, pour un des distributeurs des domaines agricoles, j'ai pu avoir la quantité en vrac, pas par article. Comment je peux structurer cette information pour pouvoir l'injecter plus tard sur un... On peut donner l'exemple de l'IA. Oui. On assure, si tu trouves le temps sur la plateforme louspo.com, en fait, c'est une plateforme où tu peux faire des tests pour créer ton propre algorithme. Et je te donne un algorithme de l'Institut national de recherche appliquée, pas du Maroc, mais d'un autre pays, qui aide des agriculteurs maintenant. واحد فلاح شرا واحد الارض و il veut investir بطاطا ما عرفش هذيك الارض واش تعطيه لو طوناج اللي nécessaire واش ديك الارض صالحه ولا ما صالحاش. Il se pose la question. Donc, des scientifiques agricoles, ils ont fait certaines analyses pendant des années. Ils ont identifié des variables qui influent sur le tonnage ou la qualité du produit. Au moins, ils ont une structure des fichiers. La structure des fichiers qui attaque le tonnage et qui attaque des paramètres. Par exemple, potassium, calcium, et ainsi de suite. Qui attaque la température moyenne de la terre. Avec l'orientation solaire, là, par exemple, avec la précipitation annuelle. On va se concentrer à la 6. Combien de tonnage cette parcelle de 1 hectare il va donner. Mais tu injectes ça dans ce type de solution comme Louspo, et l'algorithme, avec des algorithmes prédéfinis mathématiques, il fait c'est quel type d'algorithme qu'il doit utiliser. Est-ce que c'est de la corrélation, régression ou autre? Et il te sort, in fine, de façon no-code, la solution qui te permet, en tant qu'agriculteur, tu peux
شحال la moyenne ديال البوتاسيوم عندك في هذه الارض شحال la moyenne ديال الكالسيوم شحال il te dit selon les historiques اللي كانوا عندي ولا recherches اللي داروا voici ce qui est préconisé par exemple c'est la betterave il y a le préconisé انت كتقول لي لا je veux pas la betterave je veux faire les tomates pour que tu puisses arriver à la tomate شنو هما les choses les facteurs que tu peux influer واش تقدر influer على les précipitations non je peux influer مثلا على ال NPK par exemple si tu peux يقول لك selon l'historique خاصك la moyenne ديال N خاصها تكون في الطون الموين ديال P في الطون الموين ديال K في الطون ça ce n'est possible que parce qu'il y a de la data derrière باش ما دخلتي لي دوني عندك qui sont viables tu les as structurées بهذه الطريقه mais tu peux arriver ça veut dire que toute l'intelligence derrière c'est comment tu as structuré les données ديالك الا كان عندك شي حاجه sans données c'est-à-dire on va dire que عندي واحد لا نيش اللي هي 90 000 طن ديال البرودوي à vendre et انا je veux faire de l'agrégation il n'y a pas de question sur laquelle on doit répondre حطوا la question بعدا déjà شنو هي la problématique ديك الساعات on va trouver شنو هما les x qui influent sur la problématique ونقلبوا على la data que ce soit data قليله ولا كثيره ça va nous donner une sorte de fiabilisation de la partie prédiction, ce qu'on appelle prédiction. D'accord. Juste deux mots sur la partie comment structurer les données. Justement, pour faire le pricing, la meilleure personne pour structurer les données, c'est les experts du métier. C'est vous. Alors, c'est faire une réflexion sur qu'est-ce qui influe le pricing. Quels sont les paramètres extérieurs qui influencent sur le pricing. Et l'idée, c'est justement de faire un travail de collecte de données pour augmenter votre petite base de données pour justement faire les meilleures prédictions sur ce genre de use case. Ma question est simple. Quand je collecte une donnée, est-ce qu'il y a en fait une structure à respecter pour pouvoir l'intégrer par la suite sur le système d'information que j'ai développé, ou bien c'est tel qu'elle soit, je peux par la suite l'exploiter. Bien sûr. Un simple fichier Excel peut être utilisé avec la structure d'un fichier Excel, peut être utilisé pour justement faire des prédictions. Vous n'avez pas besoin d'une structure aussi compliquée, très simple, très bête, un fichier plat qui contient les données et ça suffit. Bon, si on donne des exemples, vous arriverez à comprendre comment vous structurez les données. Je donne juste un exemple dans la partie retail. Une enseigne qui veut savoir par exemple comment augmenter les chiffres d'affaires d'IANA les week-ends. C'est ça la question. Donc la première chose, on va dire qu'ils vont récolter des données, mais je sais pas les données. Ils voudront savoir c'est quel type de visiteurs qui visitent leur magasin. Est-ce que ce sont des hommes ou des femmes? Donc ça veut dire si ils vont commencer juste avec le nombre de visiteurs et qu'on a un samedi à telle heure, il nous a visité 200 personnes, 300 personnes. Ils vont se poser la question, la réponse c'est ils vont entrer encore en détail pour savoir le profil, homme ou la femme. Peut-être qu'il y a des insights par exemple. Fallait que le détail matériel ديال enfant, il faudrait trouver d'autres détails. Est-ce que ce sont des adultes ou des enfants? Ça combien de temps il se passe au magasin, combien de temps il passe devant ce rayon, à cette étape-là, tout ça, c'est des choses liées au fur et à mesure avec lesquelles ils structurent les données dialogues, comment ça va être avec le fichier ou l'algorithme derrière. Et ça, c'est juste un exemple. Je donne un exemple dans le domaine de l'énergie. Tout le monde il parle de l'efficacité énergétique. Mais c'est comment je peux faire de l'efficacité énergétique sans données. Toujours, le but c'est réduire 25%. 25% par rapport à quel chiffre actuel. Il faut déjà mesurer le chiffre actuel. Mais tu dois savoir quels sont les facteurs qui influent. Il se peut que c'est la même donnée, les kilowatts, par exemple, de l'électricité, mais ce qui influe pas de la machine, mais ce qui influe la machine. Donc tu as besoin d'une expertise métier. Et ça, je crois qu'on puisse faire la transition vers New Joule. Je crois que si tu peux faire la liaison entre ce qui est acquisition de la data et tout ce qui est ML,
pour pouvoir répondre aux problématiques des clients, que ce soit tertiaire ou autre chose. Donc juste effectivement pour ouvrir le débat et surtout ne pas fantasmer le rôle de l'IA, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui IA c'est un bien grand mot, on y met un peu tout et n'importe quoi et on a tendance à attendre beaucoup de choses quasi irréelles de la part de l'IA. Donc sur le volet énergétique, c'est vrai qu'avant de parler d'efficacité, c'est ce que je dis à mes clients, c'est que pour n'importe quel système d'optimisation, il faut un système de monitoring. Donc ça s'applique partout. Donc pour faire le monitoring, on a déjà une première base, l'IoT, les capteurs, c'est du filaire, c'est du sans fil, parce que même le mot IoT il est un petit peu à la mode. Voilà, c'est des choses qui existent depuis plus de 50-60 ans. C'est juste qu'avant, effectivement, il y avait des protocoles de communication invasifs filaires qui étaient un petit peu contraignants. Et du coup, ils n'étaient pas, ils étaient chers, ils étaient coûteux, ils n'étaient pas utilisés partout, donc on avait justement du mal à récolter de l'information en temps réel. Aujourd'hui, la nouvelle technologie permettent d'accéder à des protocoles sans fil. Le coût du hardware aussi, il faut le dire, il est devenu largement accessible. Et donc, c'est en fait cette évolution technologique qui nous permet tout simplement de récolter la data. Donc, c'est un premier point de le volet optimisation. C'est le deuxième point, et je rebondis sur votre question, c'est quelle information on va prendre. C'est-à-dire là, j'ai envie de faire de l'optimisation énergétique, alors c'est pas du tout la même stratégie, la même structure de réflexion que si je veux faire de la performance industrielle pour une machine X ou Y. Donc là, j'ai le volet métier. Je n'ai les informations que je vais prendre. Je n'ai le pas de temps sur lequel je vais me caler. Parce que tout le monde parle de temps réel, mais parfois le temps réel, elle a une information toutes les heures, sur par exemple du smart grid ou sur des réseaux électriques publics, alors c'est largement suffisant. Là où lui, par exemple, sur une machine, alors ça reçoit une information chaque seconde. Donc, le pas d'échantillonnage Tsawa, il est très important à prendre en compte. Une fois qu'on a fait tout ça, on arrive à peine le monitoring. Je mesure. Qu'est-ce qui se passe? Un médecin, avant de poser un diagnostic, c'est exactement ce qu'on fait. Et c'est après, une fois qu'on a suffisamment de data à traiter, et là Salim peut-être pourra nous éclairer après sur les seuils, peut-être le minimum de volume de data à prendre en considération pour avoir accédé à un tel niveau d'accuracy. C'est là où on peut parler de prédiction. Donc là, on sort de quelque chose de curatif vers quelque chose de préventif. Au niveau de l'énergie, par exemple, je pense au Maroc, on est encore au stade, curatif. Déjà, on est au stade où la majorité des industriels, là, ils ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils consomment machine par machine. Ils vont mesurer. Il y a un compteur principal. Parfois, on va retrouver des compteurs sur des têtes de DGBT, voilà. Mais c'est normal. C'est un cours pour pouvoir comptabiliser les départs électriques d'une usine. C'est une installation, c'est un coût, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà de la sensibilisation qu'on ressent. Et c'est aujourd'hui, c'est une bonne chose pour nous parce que ça nous ouvre un marché. Mais déjà, les industriels, ils sont sensibles à « je veux récupérer l'information ». Ça, je pense qu'il y a quelques années, la question ne se posait pas. Donc, Mazal fait un stade un peu curatif. On sait que l'énergie coûte cher, on sait que le prix du gasoil, de l'essence est un peu volatile. C'est quelque chose qui commence à faire mal. Si demain on veut exporter vers l'Europe, il y a l'Europe qui nous met la taxe carbone à partir de début 2023. Mais là, on est toujours dans le curatif. On va attendre de sentir une problématique s'approcher. Et généralement, la problématique, il faut qu'elle touche la poche pour nous animer, pour aller chercher des solutions. Donc, là, on est encore le stade on récolte l'information, quelle information, qu'est-ce qu'on en fait dans le stade curatif. L'idée avec Salim et ce qu'on veut creuser, c'est d'être un peu dans l'anticipation pour accompagner les clients de passer un schéma dit curatif à un schéma qui est plutôt préventif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le poste énergivore, on l'a identifié, on a mis en place des actions, etc., et bien,
sur 3 ans, maintenant sur 5 ans, on va aller au-delà. C'est-à-dire qu'avec, là encore, avec la source d'information qu'on aura construit, et ça on est obligé de passer par là, on peut construire des modèles liés au ce qu'on appelle des profils de charge adaptés à l'industrie. Donc on va vers la précision. C'est-à-dire que n'importe quel industriel, par exemple la métallurgie, je vais regarder un petit peu les rapports, des recherches, on va dire voilà, pour faire de l'optimisation énergétique, action 1, action 2, etc. Mais ce qui est plus intéressant, c'est d'aller vers la personnalisation. Et justement, c'est la manne d'informations qui va nous permettre de faire ça. Et si j'ai cette information, bah, j'ai le profil de charge. Tu connais une personne, donc tu commences à prévoir un petit peu les comportements de c'est exactement la même chose. Et là, on peut dire, voilà, dans 3 ans, si vous continuez comme ça, voilà comment on va se comporter la consommation énergétique. Ça, les financiers, ils vont adorer, ils vont dire, attends, maintenant je peux anticiper sur l'achat le fuel, le gaz, etc. Mais le deuxième point, et qui me paraît encore plus important, et c'est ce qu'on est en train de développer, ce qu'on aimerait développer avec Céline, c'est d'aller plus loin, de dire, si j'influe sur le paramètre, voilà comment la dépense énergétique d'Eli, elle va se comporter. Et là, on rentre vraiment dans un autre, pas paradigme, mais dans une autre logique. On est vraiment loin du curatif, on est vraiment dans le préventif, on est vraiment dans le comportement. Et puis, pour conclure sur l'information, c'est important, mais l'idée de l'information, c'est aussi de pouvoir maîtriser l'impact, ce que je dis toujours, de neutraliser l'impact du facteur humain. Parce que malheureusement, moi je vais parler pour moi, dans le cadre de la dépense énergétique, finalement ce qui va faire la différence, c'est le comportement humain qui va actionner telle ou telle machine, et finalement, c'est l'information qui les accompagner à prendre des décisions concrètes. Exactement. Vas-y, c'est petit, monsieur se présente. J'ai une question concernant ce que vous venez de dire. C'est que vous allez pas partir de la partie curative à la partie préventive. Sur cette partie préventive, bien sûr, elle va prendre du temps. Oui. Mais est-ce que les industriels ils ont cette patience pour... généralement, les industriels, ils veulent agir vite. Ils veulent avoir des retours sur leur investissement rapidement, ils veulent avoir du cash rapidement. Mais est-ce qu'ils veulent réellement avec... est-ce qu'il y a maintenant un changement de culture pour qu'ils puissent savoir qu'il faut bien sûr prendre leur temps dans une démarche de collecte data, analyser les data et tout ça. Votre réflexion est très pertinente. On ne peut pas l'avoir tout forte. Votre réflexion est pertinente parce qu'elle ouvre la réflexion à un point qui est important, c'est la pédagogie et l'accompagnement. Et je pense que tous les trois, on est quand même assez novices dans le monde de l'entrepreneuriat. Mais le peu de temps qu'on a passé sur le terrain, effectivement, on a vu de l'empressement, on a vu le fait que les industriels, ou généralement les clients, aujourd'hui, moi je vais parler du Maroc, c'est plutôt le facteur, disons, économique qui va faire pencher la balance. Et les autres problématiques vont venir par la suite. Maintenant, il y a quand même le facteur, disons, d'accompagnement et de pédagogie, il est très très important. Et c'est là où l'expertise métier, elle prend tout son sens. Parce que l'industriel, il va t'écouter. Il va t'écouter uniquement s'il est sûr que tu vas lui apporter de la valeur ajoutée, que tu connais ton métier et que tu vas l'accompagner de façon vraiment, vraiment pertinente. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, il y a le contexte légal et financier qui joue en notre faveur. Légal, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle d'environnement, d'écologie, tout ça. Donc, il y a des taxes qui sont mises en place. Et tout ça, c'est des actions qui vont... le coût de l'énergie, la volatilité. Au-delà du coût, c'est la volatilité, le coût de l'énergie. Donc, quelque part,
ils ne vont pas s'intéresser à l'environnement pour l'environnement, mais ils vont s'y intéresser d'abord pour des questions économiques, et ce qui est normal. Mais je veux dire, s'il y a un accompagnement, s'il y a une pédagogie, c'est ça qui est intéressant aussi avec les plateformes cloud telles qu'on propose, et pourquoi aussi on a fait ce choix-là, c'est parce que le fait de vendre un abonnement au lieu de vendre du one-shot, ben, en fait, on inscrit un partenariat dans la durée. Et on inscrit le lien avec l'industriel dans la durée. Et ça, c'est très important. Parce que vous pouvez avoir, par exemple, le meilleur fabricant, le meilleur éditeur de logiciels, et ça existe, qui viennent, qui vous vendent le hardware, le software, votre monitoring, en one-shot, et vous n'entendez plus parler d'eux après. Mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est des sujets de la performance industrielle ou la performance énergétique. Généralement, ce n'est pas le cœur de métier de l'industriel. Son cœur de métier, c'est soit l'agro-industrie ou la pharma ou la que sais-je. Donc finalement, ça reste des sujets transverses. Et à la rigueur, il va recruter une personne QHSE où il va lui demander de s'occuper du sujet. Donc le fait d'être accompagné aussi par des gens qui se spécialisent sur une problématique, sur une expertise donnée, fait que l'accompagnement, il est plus pertinent, il a plus de points. Il a plus de points. Et quelque part, c'est un peu le cercle vicieux qui se transforme en cercle vertueux, parce que l'industriel, il va commencer à écouter, il va voir qu'il est suivi dans le temps, donc c'est pas il paye en une fois et merci, au revoir, et il n'en entend plus parler, donc il y a un suivi dans le temps. Et c'est ça qui va faire que les mindsets vont commencer à changer, et que voilà, on inscrit une forme de transformation. Et je pense que l'Europe, ils ont juste été précurseurs sur ces domaines. Et aujourd'hui, ils en sont effectivement à des sensibilités plutôt écologiques, tout ça. Je ne sais pas si je réponds à votre interrogation. En fait, je vais intervenir sur... Je rajoute juste un point par rapport à... Il y a des incitations aujourd'hui en fait, financières par des subventions au Maroc qui poussent les entreprises et qui les encouragent à aller vers... Non, c'est vrai que c'est juste une... Donc, qui les encourage et qui les pousse vers cette... Il y a un contexte légal, socio-économique qui est mis en place, et je pense que c'est important pour aider et au moins donner une direction. Exactement. Donner une direction. Mais espérer qu'un industriel va s'enquérir de la cause écologique. Ah non, il faut trouver les arguments. Les arguments financiers sont avec, c'est normal. qui veulent s'impliquer dans cette démarche. Moral, non. Économie, oui. En plus, en fait, ça dépend en global de la stratégie de l'entreprise. À des fois, on peut faire des optimisations de l'énergie sans vraiment être focalisé sur l'énergie. Oui. Et ça, je l'ai vu. J'ai travaillé sur des fours. Donc, dans des changements de modèle, on perdait de l'énergie. Je travaillais sur la réduction dans le changement de modèle. Et dans cette partie, j'ai éliminé cette période de chute de chauffe. Juste dans cette partie, donc, on a pu gagner 4% Floride. Après, je veux juste un point, juste parce que c'est toujours bien de justifier un peu les discours par des métriques. Il y a une étude qui est ressortie récemment en France et qui dit que on peut atteindre 26% d'économie énergétique de consommation, mais là on est dans le cadre plutôt de bâtiments et de résidentiels, juste en monitorant une consommation. C'est-à-dire que le simple fait de monitorer de façon régulière, avec un système d'alarme, à un système énergétique, fait que la sensibilisation va naturellement amener une optimisation énergétique. Donc, la sensibilisation. Donc, vous imaginez si demain, on est vraiment dans des systèmes de prédiction, d'automatisation
de contrôle commande, tout ça, qu'est-ce qu'on pouvait atteindre. Donc, enfin, pour conclure pour ma part, je trouve que le challenge est énorme. Techniquement, là, on essaie de vulgariser, ça a l'air simple, mais je peux vous assurer que c'est très complexe. Techniquement, on est loin, on n'est pas dans de la R&D, parce que la R&D a été faite il y a plusieurs années, mais même dans l'appropriation des nouvelles technologies, il y a quand même... c'est pas facile. Il y a un enjeu économique, financier, qui fait malheureusement au Maroc, on n'a pas encore toutes les structures de soutien qui peuvent nous aider à émerger de façon plus rapide, mais voilà, il faut s'accrocher. Il y a justement cet accompagnement pour changer les mindsets et pour essayer d'inscrire justement le cloud, ne serait-ce que le cloud. Aujourd'hui, il y a des entreprises, elles sont réticentes par rapport au cloud. Alors que c'est sécurisé, je veux dire, plus intéressant d'aller héberger sa solution chez des Azure ou des AWS, dont c'est le seul métier, c'est d'assurer l'hébergement cloud, que d'aller vous amuser avec du on-premise. Mais voilà, c'est comme vous avez dit, c'est des changements de mentalité, ça ne sert à rien de contester, il faut accepter et accompagner, et donner le temps au temps. Mais voilà, face à tous ces challenges, il y a quand même beaucoup à faire. Voilà. Pardon ? Non. Non, c'est un choix parce que je pars du principe éthique que je ne peux pas être donneur d'ordre et je peux pas. C'est un conflit d'intérêts. Si je fais des audits ou là, des diagnostics, dans le diagnostic, très certainement, il y aura mettre en place un système de team monitoring. Moi, mon métier, c'est d'éditer des logiciels qui permettent de faire du monitoring et de la maîtrise énergétique. Donc, je ne peux pas être jugée partie. Donc voilà, je pense que Nargis a bien résumé les choses. Je pense qu'on va terminer pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. De quoi ? Il va entraîner notre modèle. C'est ça, donnez-moi du temps pour entraîner notre modèle. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir.